des scripts YouTube approfondis. Spinoza et la destruction des tabous millénaires. Et si je vous disais qu'un homme du XVIIe siècle avait déjà résolu la crise morale que nous vivons encore aujourd'hui concernant notre propre corps? Que penseriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe, banni et maudit par sa propre communauté, avait découvert la clé pour libérer l'humanité de siècles de culpabilité sexuelle? Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous appréciez les récits inspirants qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes fascinantes. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit geste qui m'aiderait énormément. Appuyez sur cette petite cloche pour activer les notifications. Cela permet vraiment à ce contenu d'atteindre plus de personnes qui pourraient en avoir besoin. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment Baruch Spinoza, un penseur révolutionnaire d'Amsterdam, a littéralement pulvérisé les fondements moraux de son époque. Mais attention, cette histoire n'est pas seulement celle d'un rebelle intellectuel. C'est l'histoire d'un homme qui a osé regarder la nature humaine en face, sans phare, sans hypocrisie, et qui a eu le courage de dire une vérité que même aujourd'hui, beaucoup refusent d'entendre. Qu'est-ce qui peut bien effrayer autant les autorités religieuses qu'elles préfèrent bannir un homme plutôt que d'affronter ses arguments? Pourquoi les idées de Spinoza sur la sexualité continuent-elles de déranger 4 siècles après sa mort? Et surtout, comment un philosophe peut-il nous aider à nous libérer de nos propres chaînes mentales? Jacques Uvue, le rebelle d'Amsterdam, naissance d'un révolutionnaire. Imaginez Amsterdam en 1632. Les canaux reflètent la lumière dorée d'une ville en pleine expansion commerciale. Les marchands juifs portugais, fuyant l'Inquisition, ont trouvé refuge dans cette cité relativement tolérante des Provinces-Unies. C'est dans ce monde de contradictions entre liberté commerciale et contraintes religieuses que naît Baruch Spinoza. Mais qui était vraiment cet homme avant de devenir le philosophe le plus dangereux de son époque? Son père, Miguel de Spinoza, était un marchand respecté de la communauté séfarade d'Amsterdam. La famille avait fui le Portugal, comme tant d'autres, pour échapper aux persécutions de l'Inquisition. Peut-on imaginer l'ironie du destin? Un homme dont la famille avait cherché la liberté religieuse allait lui-même être banni pour ses idées. Dès sa jeunesse, Baruch montre une intelligence exceptionnelle. Il étudie l'hébreu, le latin, les textes sacrés, la philosophie médiévale. Ses professeurs remarquent sa capacité extraordinaire à poser des questions qui dérangent. Mais n'est-ce pas là le signe des grands esprits? Cette tendance à creuser là où les autres s'arrêtent, à questionner ce que tout le monde accepte comme évident? Les premières fissures apparaissent quand le jeune Spinoza commence à fréquenter les cercles intellectuels chrétiens d'Amsterdam. Il découvre Descartes, les nouveaux développements de la science, les idées qui circulent dans l'Europe éclairée. Comment un esprit aussi brillant pourrait-il rester confiné dans les limites étroites de l'orthodoxie religieuse? Vers 1655, les rumeurs commencent à circuler dans la communauté juive. On dit que Baruch pose des questions troublantes sur la nature de Dieu, sur l'autorité des Écritures, sur la survivance de l'âme. Ses anciens condisciples rapportent des conversations où il semble remettre en question les fondements mêmes de la foi ancestrale. Mais que peut-on attendre d'un homme qui lit Descartes et fréquente les libres penseurs chrétiens? La tension monte. Les dirigeants de la communauté tentent d'abord la persuasion douce. Ils offrent même à Spinoza une rente annuelle de 1000 florins s'il accepte de garder ses opinions pour lui et de participer aux cérémonies religieuses. 1000 florins, une somme considérable pour l'époque. Mais comment acheter le silence d'un homme dont la nature même est de chercher la vérité? Le jeune philosophe refuse. Pire, il continue ses discussions publiques, ses remises en cause, ses analyses qui dissèquent méthodiquement les croyances traditionnelles. Pour les autorités religieuses, c'en est trop. Le scandale menace de s'étendre. Et si d'autres jeunes gens suivaient son exemple? Et si ces idées contaminaient toute la communauté? Le 27 juillet 1656, un événement dramatique secoue la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam. Spinoza, alors âgé de seulement 23 ans, est convoqué devant le tribunal rabbinique. L'atmosphère est lourde, tendue. Les dirigeants de la communauté ont pris leur décision.
Ils vont prononcer le RM, l'excommunication la plus sévère qui soit. Pouvez-vous imaginer la violence de ces mots qui résonnent dans la synagogue? Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent retomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Ces paroles terrifiantes marquent une rupture définitive. Spinoza devient un paria, un homme sans communauté, sans famille spirituelle. Ses proches sont interdits de lui parler, de commercer avec lui, de l'approcher à moins de 4 coudées. Il n'a que 23 ans et il vient de perdre tout son monde social et affectif. Mais qu'est-ce qui avait bien pu motiver une telle violence? Quelles idées si dangereuses ce jeune homme de 23 ans avait-il développé pour mériter un tel châtiment? Les archives ne nous donnent pas tous les détails, mais nous pouvons reconstituer la nature de ces hérésies. Spinoza remettait en question l'anthropomorphisme de Dieu. Pour lui, concevoir Dieu comme un être humain magnifié, avec des émotions, des préférences, des colères, était une projection primitive et dangereuse. Il questionnait la vérité littérale des Écritures, suggérant qu'elles étaient des œuvres humaines, historiquement situées, plutôt que des révélations divines directes. Il doutait de l'immortalité personnelle de l'âme et de la résurrection des corps. Plus grave encore pour les autorités religieuses, il développait une vision du monde purement naturaliste, où les phénomènes s'expliquaient par des causes naturelles sans intervention surnaturelle. Dans cette perspective, les miracles devenaient impossibles, les prophéties perdaient leur caractère divin, et l'élection du peuple juif n'avait plus de sens métaphysique. Mais le plus scandaleux, le plus inacceptable pour une communauté religieuse, c'était sa conception révolutionnaire de la morale. Pour Spinoza, il n'existait pas de bien et de mal absolu, gravé dans le marbre de l'éternité par un législateur divin. Les valeurs morales étaient relatives, dépendantes des circonstances, des cultures, des besoins vitaux des communautés humaines. Cette relativisation de la morale s'étendait naturellement à la sexualité. Comment les dirigeants religieux auraient-ils pu tolérer qu'un membre de leur communauté suggère que les interdits sexuels n'étaient pas des commandements divins absolus, mais des constructions sociales historiquement variables? Après son excommunication, Spinoza se trouve face à un choix crucial. Va-t-il se soumettre, demander pardon, revenir dans le giron de la orthodoxie, ou va-t-il assumer pleinement les conséquences de sa quête de vérité? Sa réponse ne se fait pas attendre. Non seulement il ne demande pas pardon, mais il latinise son prénom. Baruch devient Benedictus. Ce geste symbolique marque sa rupture définitive avec son passé et son entrée dans le monde intellectuel européen. Qu'est-ce qui pousse un homme de 23 ans à accepter l'isolement social, l'hostilité, la précarité économique plutôt que de se taire? Quelle force intérieure peut être si puissante qu'elle justifie un tel sacrifice? Pour comprendre cela, il faut saisir ce qui animait Spinoza au plus profond de lui-même. Une passion absolue pour la vérité et une conviction inébranlable que la liberté de penser était la valeur suprême de l'existence humaine. D'ouverture, la destruction systématique du concept de pêche. Après son bannissement, Spinoza ne reste pas inactif. Au contraire, libéré des contraintes communautaires, il peut enfin développer librement sa pensée révolutionnaire. Il s'installe d'abord à Rijnsburg, un petit village près de Leyde, puis à Voorburg et enfin à La Haye. Partout, il mène une vie simple, gagnant sa subsistance en polissant des lentilles optiques, métier qu'il avait appris par nécessité, mais qui convenait parfaitement à son tempérament méticuleux et contemplatif. Mais comment un homme isolé, vivant de façon précaire, va-t-il révolutionner la pensée occidentale? Comment ses idées vont-elles ébranler les fondements millénaires de la morale chrétienne et juive? La réponse se trouve dans une méthode révolutionnaire qu'il développe. Appliquer la rigueur géométrique aux questions morales et métaphysiques. Spinoza est fasciné par la méthode d'Euclide. Dans les éléments de géométrie, chaque proposition découle logiquement des précédentes, dans un enchaînement implacable de causes et d'effets. Pourquoi ne pas appliquer cette même rigueur aux passions humaines, aux questions morales, aux problèmes métaphysiques?
N'est-ce pas là le moyen de sortir enfin des débats stériles, des préjugés, des superstitions qui empoisonnent la réflexion humaine? Cette approche révolutionnaire transparaît dès ses premiers écrits. Dans le court traité sur Dieu, l'homme et la béatitude, puis surtout dans son chef-d'œuvre, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique, Spinoza développe une vision du monde qui pulvérise littéralement les catégories morales traditionnelles. Sa démonstration commence par une question apparemment simple, mais aux conséquences vertigineuses. Qu'est-ce que Dieu? Pour les religions monothéistes traditionnelles, Dieu est un être personnel, transcendant, créateur du monde, législateur moral, juge suprême des actions humaines. Mais cette conception résiste-t-elle à l'analyse rationnelle? Spinoza démontre que si Dieu existe, il ne peut être qu'infini, éternel, unique. Or, s'il est véritablement infini, il ne peut rien exister en dehors de lui. La création ex nihilo devient alors impossible, car elle supposerait un dehors de Dieu où pourrait apparaître quelque chose de nouveau. La conclusion s'impose avec la force d'une démonstration géométrique. Dieu et la nature ne font qu'un. Deus sive natura, Dieu ou la nature, formule révolutionnaire qui identifie le divin et le monde naturel. Mais quelles sont les conséquences de cette identification? Si Dieu est la nature, alors tout ce qui existe est divin. Chaque pierre, chaque plante, chaque animal, chaque être humain est une expression de la substance divine. Il n'y a plus de hiérarchie ontologique entre le Créateur et les créatures, plus de séparation entre le sacré et le profane, plus de distinction entre l'esprit et la matière. Cette révolution métaphysique entraîne immédiatement une révolution morale. Si tout est divin, si tout découle nécessairement de la nature de Dieu, alors rien ne peut être condamné comme absolument mauvais. Le bien et le mal perdent leur caractère absolu pour devenir des évaluations relatives, dépendantes de nos besoins, de nos désirs, de notre situation particulière. Prenons un exemple concret pour saisir la radicalité de cette position. Un tremblement de terre qui détruit une ville est-il un mal absolu? Du point de vue des victimes, certainement. Mais du point de vue de la nature globale, c'est simplement l'expression nécessaire des lois géologiques. Condamner moralement un tremblement de terre serait aussi absurde que de condamner la géométrie parce que les angles d'un triangle font toujours 180 degrés. Cette logique s'applique-t-elle aux actions humaines? Spinoza n'hésite pas. Oui, absolument. Les êtres humains font partie de la nature au même titre que les pierres ou les plantes. Leurs actions découlent nécessairement de leur nature, de leurs affects, de leurs circonstances. Condamner moralement une action humaine sans comprendre ses causes naturelles est aussi vain que de se fâcher contre la pluie qui tombe. Mais attention, cela ne signifie pas que Spinoza prône l'indifférence morale ou l'anarchie comportementale. Au contraire, sa philosophie vise à nous libérer des jugements moraux inefficaces pour nous permettre de comprendre vraiment les causes de nos actions et par là d'acquérir une véritable liberté. Comment cette révolution conceptuelle s'applique-t-elle aux questions sexuelles? Spinoza développe une anthropologie révolutionnaire qui fait du désir sexuel une expression naturelle et légitime de notre essence vitale. Pour lui, chaque être humain est animé par un effort fondamental pour persévérer dans son existence, qu'il appelle le conatus. Cet effort se manifeste par 3 affects primaires, le désir, la joie et la tristesse. Le désir sexuel n'est rien d'autre qu'une modalité particulière de ce conatus, de cet effort vital qui nous pousse à rechercher ce qui augmente notre puissance d'agir et à fuir ce qui la diminue. Condamner le désir sexuel revient donc à condamner la vie elle-même, à nier notre nature la plus profonde. Mais alors, qu'en est-il des interdits sexuels traditionnels? Comment Spinoza explique-t-il l'existence universelle de tabous et de réglementations concernant la sexualité? Sa réponse est d'une lucidité saisissante. Ces interdits ne relèvent pas d'une loi morale transcendante, mais de nécessités sociales et psychologiques parfaitement compréhensibles. Les sociétés humaines ont besoin de réguler la sexualité pour organiser la reproduction, la filiation, l'éducation des enfants, la répartition des ressources.
Ces régulations peuvent être plus ou moins adaptées aux circonstances historiques, plus ou moins oppressives ou libératrices, mais elles n'ont rien de sacré ou d'éternel. Elles évoluent avec les sociétés et doivent être évaluées selon leurs effets concrets sur le bonheur et l'épanouissement humain. Cette approche naturaliste et historique de la morale sexuelle était proprement révolutionnaire au XVIIe siècle. Elle anticipait de plusieurs siècles les découvertes de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychanalyse. Mais surtout, elle libérait l'individu de la culpabilité paralysante en lui donnant les outils intellectuels pour comprendre et assumer sa propre nature. Spinoza va plus loin encore dans sa critique des morales traditionnelles. Il montre que la culpabilité sexuelle est non seulement inutile, mais nuisible au développement humain. Pourquoi ? Parce qu'elle engendre ce qu'il appelle des affects tristes qui diminuent notre puissance d'agir et nous rendent moins aptes au bonheur et à la vertu véritable. Quelqu'un qui vit dans la honte de ses désirs sexuels est moins libre, moins créatif, moins capable d'amour authentique que quelqu'un qui a fait la paix avec sa nature. La culpabilité sexuelle ne produit pas de meilleurs êtres humains. Elle produit des êtres diminués, refoulés, souvent hypocrites et parfois dangereux. Cette analyse s'étend naturellement à la masturbation, pratique universellement condamnée par les religions et les morales de l'époque. Pour Spinoza, condamner la masturbation relève de la même absurdité que condamner la faim ou la soif. C'est une expression naturelle du conatus sexuel, ni plus ni moins légitime que les autres manifestations de notre vitalité. Bien sûr, comme toute activité humaine, la masturbation peut être problématique si elle devient compulsive, si elle empêche le développement de relations authentiques, si elle génère de la culpabilité paralysante. Mais ces problèmes ne viennent pas de l'acte lui-même, ils viennent des conditions psychologiques et sociales dans lesquelles ils s'effectuent. La solution ne consiste donc pas à condamner moralement la masturbation, mais à comprendre ses causes et ses effets pour permettre à chacun de développer une sexualité épanouie et libre. Cette approche thérapeutique plutôt que moralisatrice était d'une modernité saisissante. Abus, la masturbation sous la lentille spinoziste, une révolution conceptuelle. Maintenant que nous avons posé les fondements philosophiques de la pensée spinoziste, plongeons au cœur du sujet qui nous occupe. Comment ce révolutionnaire d'Amsterdam analysait-il spécifiquement la masturbation ? Quelle révolution conceptuelle sa philosophie apportait-elle à la compréhension de cette pratique millénaire? Pour saisir la radicalité de l'approche spinoziste, il faut d'abord comprendre comment son époque percevait la masturbation. Au XVIIe siècle, cette pratique était universellement condamnée par toutes les autorités morales et médicales. L'Église catholique y voyait un péché grave contre nature. Les autorités rabbiniques la considéraient comme une profanation du corps et de l'âme. Les médecins l'accusaient de tous les maux physiques et mentaux imaginables. Cette condamnation unanime reposait sur plusieurs piliers conceptuels que Spinoza va méthodiquement démolir. Premier pilier, l'idée d'une finalité naturelle assignée à la sexualité. Selon cette conception, la sexualité humaine aurait été créée par Dieu exclusivement pour la reproduction dans le cadre du mariage. Toute pratique sexuelle qui s'écarte de cette finalité serait donc contre nature et moralement condamnable. Mais qu'est-ce que la nature selon Spinoza ? Certainement pas un ordre moral prescriptif établi par un législateur divin. La nature spinoziste est un système de force, de désir, de puissance qui s'exprime selon leurs propres lois, sans référence à une finalité extérieure. Dans cette perspective, parler de pratique contre nature devient littéralement absurde. Tout ce qui existe dans la nature est par définition naturel. L'être humain qui se masturbe ne fait rien d'autre qu'exprimer une modalité particulière de son conatus, de son effort vital. Ce geste découle nécessairement de sa constitution physique et psychique, de ses circonstances, de ses affects du moment. Le condamner moralement serait aussi vain que de condamner un oiseau de voler ou un poisson de nager. Deuxième pilier que Spinoza fait s'écrouler, la séparation entre l'âme noble et le corps vil. Cette conception dualiste, héritée du platonisme et du christianisme,
voit dans les plaisirs corporels autant d'obstacles à l'élévation spirituelle. La masturbation serait particulièrement condamnable parce qu'elle représenterait l'asservissement de l'âme immortelle aux appétits vulgaires de la chair mortelle. Mais pour Spinoza, cette séparation entre l'âme et le corps est une fiction métaphysique dangereuse. L'être humain est une seule et même réalité envisagée sous deux aspects, physique et mental. L'âme n'est rien d'autre que l'idée du corps et le corps n'est rien d'autre que l'objet de l'âme. Il n'y a pas de hiérarchie ontologique entre ces deux aspects de notre être. Dans cette perspective, mépriser les plaisirs corporels revient à mépriser notre propre nature, à nous mutiler spirituellement. Quelqu'un qui vit dans la honte de son corps ne peut développer une vie mentale véritablement riche et libre. À l'inverse, quelqu'un qui assume sereinement sa corporéité peut accéder à des formes supérieures de connaissance et de bonheur. Cette réconciliation entre l'esprit et le corps révolutionne complètement l'approche de la masturbation. Au lieu d'y voir une chute spirituelle, Spinoza y reconnaît une expression légitime de notre nature complexe, à la fois corporelle et mentale. Le plaisir masturbatoire n'abaisse pas l'âme. Il peut même contribuer à son épanouissement en libérant des tensions, en procurant une détente favorable à la réflexion, en réconciliant l'individu avec sa propre nature. Troisième pilier conceptuel que Spinoza pulvérise, l'idée que le plaisir solitaire serait inférieur au plaisir partagé. Cette hiérarchisation morale, encore très présente dans nos sociétés contemporaines, repose sur une conception abstraite et idéalisée de la relation à autrui. Selon cette logique, la masturbation serait égoïste, narcissique, antisociale, alors que la sexualité de couple serait généreuse, altruiste, socialement constructive. Mais cette opposition est-elle pertinente selon la philosophie spinoziste? Pas du tout. Pour Spinoza, la qualité d'une expérience ne dépend pas de son caractère solitaire ou partagé, mais de ses effets sur notre puissance d'agir et notre capacité de bonheur. Une masturbation épanouie peut être infiniment plus enrichissante qu'une relation sexuelle subie, contrainte ou frustrante. De plus, Spinoza montre que l'opposition entre égoïsme et altruisme est largement illusoire. Un individu qui se connaît bien, qui assume ses désirs, qui sait se procurer du plaisir de façon autonome, est généralement plus capable d'authenticité et de générosité dans ses relations avec autrui. À l'inverse, quelqu'un qui refoule ses besoins vitaux risque de développer des relations névrotiques, possessives ou manipulatrices. La masturbation, loin d'être un obstacle à l'amour d'autrui, peut donc être une excellente école de connaissance de soi et d'autonomie affective. Elle permet d'explorer ses propres rythmes, ses propres préférences, ses propres limites. Autant d'éléments essentiels pour construire ensuite des relations équilibrées et satisfaisantes. Quatrième révolution conceptuelle, Spinoza remplace la notion de péché par celle d'affect inadéquat. Dans les morales traditionnelles, certains actes sont intrinsèquement mauvais, quelle que soit la situation de celui qui les accomplit. La masturbation fait partie de ces actes universellement condamnés. Pour Spinoza, cette approche est radicalement fausse. Aucun acte n'est intrinsèquement bon ou mauvais. Ce qui compte, ce sont les affects qu'ils génèrent et leurs conséquences sur notre épanouissement global. Une masturbation accomplie dans la sérénité, la connaissance de soi et l'acceptation de sa nature peut être excellente. La même masturbation vécue dans la culpabilité, la compulsion ou la fuite relationnelle peut être problématique. Cette approche individualise et contextualise complètement l'évaluation morale. Elle nous libère des jugements abstraits pour nous inviter à une analyse concrète de nos expériences et de leurs effets sur notre bien-être. Elle fait de chacun de nous le responsable éclairé de sa propre éthique sexuelle, plutôt que le simple exécutant de commandements extérieurs. Cinquième et dernière révolution. Spinoza montre que la culpabilité sexuelle est souvent plus destructrice que les pratiques qu'elle prétend condamner. Cette intuition géniale anticipe de plusieurs siècles les découvertes de la psychanalyse et de la psychologie clinique. Quelqu'un qui se masturbe en se détestant vit une expérience profondément aliénante. Il ressent simultanément le plaisir corporel et la honte morale, ce qui génère une division interne extrêmement toxique. Cette division peut produire des symptômes névrotiques, des compulsions, des troubles relationnels durables. À l'inverse,
Quelqu'un qui se masturbe en paix avec lui-même vit une expérience unifiante qui renforce sa connaissance de soi et sa capacité d'autonomie. Le même geste physique peut donc avoir des conséquences psychologiques diamétralement opposées selon le cadre moral dans lequel il s'inscrit. Cette analyse conduit Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Souvent, ce ne sont pas nos désirs qui nous rendent malheureux, mais les jugements que nous portons sur ces désirs. La libération ne passe donc pas par la répression de nos pulsions, mais par la transformation de notre rapport à ces pulsions. Comment opérer cette transformation ? Par la connaissance. Plus nous comprenons les mécanismes de nos affects, leurs causes naturelles, leurs effets concrets, plus nous acquérons la capacité de les vivre librement plutôt que de les subir passivement. Cette connaissance de soi n'est pas abstraite ou intellectuelle, elle est éminemment pratique et libératrice. Appliquée à la masturbation, cette méthode spinoziste nous invite à explorer nos propres motivations, nos propres rythmes, nos propres limites, sans jugement moral préalable. Qu'est-ce qui déclenche notre désir? Dans quelles circonstances la masturbation nous apporte-t-elle satisfaction? Qu'en génère-t-elle au contraire frustration ou culpabilité? Comment intégrer cette dimension de notre sexualité dans un épanouissement global? Ces questions pratiques remplacent avantageusement les interdits abstraits. Elles nous responsabilisent sans nous culpabiliser. Elles nous invitent à devenir les experts de notre propre sexualité plutôt que les victimes de normes extérieures inadaptées à notre singularité. Voilà la révolution spinoziste appliquée à la masturbation. Transformer un acte de péché en occasion de connaissance de soi, remplacer la culpabilité paralysante par la responsabilité éclairée, substituer à la morale répressive une éthique de l'épanouissement. Cette transformation n'est pas seulement intellectuelle, elle est existentielle. Elle change concrètement notre rapport à nous-mêmes et notre capacité de bonheur. N'est-ce pas là une libération authentique? Et cette libération ne mérite-t-elle pas qu'on affronte les résistances, les préjugés, les condamnations de ceux qui préfèrent maintenir l'humanité dans l'ignorance et la culpabilité? Spinoza a payé cher sa lucidité, mais il nous a légué les outils conceptuels pour nous affranchir à notre tour. À nous de saisir cette opportunité. Script, YouTube approfondi. Spinoza et la destruction des tabous millénaires. Ilsum, introduction, captivante. Et si je vous disais qu'un homme du XVIIe siècle avait déjà résolu la crise morale que nous vivons encore aujourd'hui concernant notre propre corps? Que penseriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe, banni et maudit par sa propre communauté, avait découvert la clé pour libérer l'humanité de siècles de culpabilité sexuelle? Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous appréciez les récits inspirants qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes fascinantes. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit geste qui m'aiderait énormément. Appuyez sur cette petite cloche pour activer les notifications. Cela permet vraiment à ce contenu d'atteindre plus de personnes qui pourraient en avoir besoin. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment Baruch Spinoza, un penseur révolutionnaire d'Amsterdam, a littéralement pulvérisé les fondements moraux de son époque. Mais attention, cette histoire n'est pas seulement celle d'un rebelle intellectuel. C'est l'histoire d'un homme qui a osé regarder la nature humaine en face, sans phare, sans hypocrisie, et qui a eu le courage de dire une vérité que même aujourd'hui, beaucoup refusent d'entendre. Qu'est-ce qui peut bien effrayer autant les autorités religieuses qu'elles préfèrent bannir un homme plutôt que d'affronter ses arguments? Pourquoi les idées de Spinoza sur la sexualité continuent-elles de déranger 4 siècles après sa mort? Et surtout, comment un philosophe peut-il nous aider à nous libérer de nos propres chaînes mentales? Le rebelle d'Amsterdam, naissance d'un révolutionnaire. Imaginez Amsterdam en 1632. Les canaux reflètent la lumière dorée d'une ville en pleine expansion commerciale. Les marchands juifs portugais, fuyant l'Inquisition, ont trouvé refuge dans cette cité relativement tolérante des Provinces-Unies. C'est dans ce monde de contradictions entre liberté commerciale et contraintes religieuses que naît Baruch Spinoza. Mais qui était vraiment cet homme avant de devenir le philosophe le plus dangereux de son époque?
Son père, Miguel de Spinoza, était un marchand respecté de la communauté séfarade d'Amsterdam. La famille avait fui le Portugal, comme tant d'autres, pour échapper aux persécutions de l'Inquisition. Peut-on imaginer l'ironie du destin ? Un homme dont la famille avait cherché la liberté religieuse allait lui-même être banni pour ses idées. Dès sa jeunesse, Baruch montre une intelligence exceptionnelle. Il étudie l'hébreu, le latin, les textes sacrés, la philosophie médiévale. Ses professeurs remarquent sa capacité extraordinaire à poser des questions qui dérangent. Mais n'est-ce pas là le signe des grands esprits ? Cette tendance à creuser là où les autres s'arrêtent, à questionner ce que tout le monde accepte comme évident ? Les premières fissures apparaissent quand le jeune Spinoza commence à fréquenter les cercles intellectuels chrétiens d'Amsterdam. Il découvre Descartes, les nouveaux développements de la science, les idées qui circulent dans l'Europe éclairée. Comment un esprit aussi brillant pourrait-il rester confiné dans les limites étroites de l'orthodoxie religieuse ? Vers 1655, les rumeurs commencent à circuler dans la communauté juive. On dit que Baruch pose des questions troublantes sur la nature de Dieu, sur l'autorité des Écritures, sur la survivance de l'âme. Ses anciens condisciples rapportent des conversations où il semble remettre en question les fondements mêmes de la foi ancestrale. Mais que peut-on attendre d'un homme qui lit Descartes et fréquente les libres penseurs chrétiens ? La tension monte. Les dirigeants de la communauté tentent d'abord la persuasion douce. Ils offrent même à Spinoza une rente annuelle de 1000 florins s'il accepte de garder ses opinions pour lui et de participer aux cérémonies religieuses. 1000 florins, une somme considérable pour l'époque. Mais comment acheter le silence d'un homme dont la nature même est de chercher la vérité ? Le jeune philosophe refuse. Pire, il continue ses discussions publiques, ses remises en cause, ses analyses qui dissèquent méthodiquement les croyances traditionnelles. Pour les autorités religieuses, c'en est trop. Le scandale menace de s'étendre. Et si d'autres jeunes gens suivaient son exemple ? Et si ces idées contaminaient toute la communauté ? Le 27 juillet 1656, un événement dramatique secoue la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam. Spinoza, alors âgé de seulement 23 ans, est convoqué devant le tribunal rabbinique. L'atmosphère est lourde, tendue. Les dirigeants de la communauté ont pris leur décision. Ils vont prononcer le hérem, l'excommunication la plus sévère qui soit. Pouvez-vous imaginer la violence de ces mots qui résonnent dans la synagogue ? Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent retomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Ces paroles terrifiantes marquent une rupture définitive. Spinoza devient un paria, un homme sans communauté, sans famille spirituelle. Ses proches sont interdits de lui parler, de commercer avec lui, de l'approcher à moins de 4 coudées. Il n'a que 23 ans et il vient de perdre tout son monde social et affectif. Mais qu'est-ce qui avait bien pu motiver une telle violence ? Quelles idées si dangereuses ce jeune homme de 23 ans avait-il développé pour mériter un tel châtiment ? Les archives ne nous donnent pas tous les détails, mais nous pouvons reconstituer la nature de ces hérésies. Spinoza remettait en question l'anthropomorphisme de Dieu. Pour lui, concevoir Dieu comme un être humain magnifié, avec des émotions, des préférences, des colères, était une projection primitive et dangereuse. Il questionnait la vérité littérale des Écritures, suggérant qu'elles étaient des œuvres humaines, historiquement situées, plutôt que des révélations divines directes. Il doutait de l'immortalité personnelle de l'âme et de la résurrection des corps. Plus grave encore pour les autorités religieuses, il développait une vision du monde purement naturaliste, où les phénomènes s'expliquaient par des causes naturelles sans intervention surnaturelle. Dans cette perspective, les miracles devenaient impossibles, les prophéties perdaient leur caractère divin, et l'élection du peuple juif n'avait plus de sens métaphysique. Mais le plus scandaleux, le plus inacceptable pour une communauté religieuse, c'était sa conception révolutionnaire de la morale. Pour Spinoza, il n'existait pas de bien et de mal absolu, gravé dans le marbre de l'éternité par un législateur divin. Les valeurs morales étaient relatives, dépendantes des circonstances, des cultures, des besoins vitaux des communautés humaines. Cette relativisation de la morale s'étendait naturellement à la sexualité.
Comment les dirigeants religieux auraient-ils pu tolérer qu'un membre de leur communauté suggère que les interdits sexuels n'étaient pas des commandements divins absolus, mais des constructions sociales historiquement variables? Après son excommunication, Spinoza se trouve face à un choix crucial. Va-t-il se soumettre, demander pardon, revenir dans le giron de la orthodoxie, ou va-t-il assumer pleinement les conséquences de sa quête de vérité? Sa réponse ne se fait pas attendre. Non seulement il ne demande pas pardon, mais il latinise son prénom. Baruch devient Benedictus. Ce geste symbolique marque sa rupture définitive avec son passé et son entrée dans le monde intellectuel européen. Qu'est-ce qui pousse un homme de 23 ans à accepter l'isolement social, l'hostilité, la précarité économique plutôt que de se taire? Quelle force intérieure peut être si puissante qu'elle justifie un tel sacrifice? Pour comprendre cela, il faut saisir ce qui animait Spinoza au plus profond de lui-même. Une passion absolue pour la vérité et une conviction inébranlable que la liberté de penser était la valeur suprême de l'existence humaine. D'ouverture, la destruction systématique du concept de pêche. Après son bannissement, Spinoza ne reste pas inactif. Au contraire, libéré des contraintes communautaires, il peut enfin développer librement sa pensée révolutionnaire. Il s'installe d'abord à Rijnsburg, un petit village près de Leyde, puis à Voorburg, et enfin à La Haye. Partout, il mène une vie simple, gagnant sa subsistance en polissant des lentilles optiques, métier qu'il avait appris par nécessité, mais qui convenait parfaitement à son tempérament méticuleux et contemplatif. Mais comment un homme isolé, vivant de façon précaire, va-t-il révolutionner la pensée occidentale? Comment ses idées vont-elles ébranler les fondements millénaires de la morale chrétienne et juive? La réponse se trouve dans une méthode révolutionnaire qu'il développe. Appliquer la rigueur géométrique aux questions morales et métaphysiques. Spinoza est fasciné par la méthode d'Euclide. Dans les éléments de géométrie, chaque proposition découle logiquement des précédentes, dans un enchaînement implacable de causes et d'effets. Pourquoi ne pas appliquer cette même rigueur aux passions humaines, aux questions morales, aux problèmes métaphysiques? N'est-ce pas là le moyen de sortir enfin des débats stériles, des préjugés, des superstitions qui empoisonnent la réflexion humaine? Cette approche révolutionnaire transparaît dès ses premiers écrits. Dans le court traité sur Dieu, l'homme et la béatitude, puis surtout dans son chef-d'œuvre, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique, Spinoza développe une vision du monde qui pulvérise littéralement les catégories morales traditionnelles. Sa démonstration commence par une question apparemment simple, mais aux conséquences vertigineuses. Qu'est-ce que Dieu? Pour les religions monothéistes traditionnelles, Dieu est un être personnel, transcendant, créateur du monde, législateur moral, juge suprême des actions humaines. Mais cette conception résiste-t-elle à l'analyse rationnelle? Spinoza démontre que si Dieu existe, il ne peut être qu'infini, éternel, unique. Or, s'il est véritablement infini, il ne peut rien exister en dehors de lui. La création ex nihilo devient alors impossible, car elle supposerait un dehors de Dieu où pourrait apparaître quelque chose de nouveau. La conclusion s'impose avec la force d'une démonstration géométrique. Dieu et la nature ne font qu'un. Deus sive natura, Dieu ou la nature, formule révolutionnaire qui identifie le divin et le monde naturel. Mais quelles sont les conséquences de cette identification? Si Dieu est la nature, alors tout ce qui existe est divin. Chaque pierre, chaque plante, chaque animal, chaque être humain est une expression de la substance divine. Il n'y a plus de hiérarchie ontologique entre le Créateur et les créatures, plus de séparation entre le sacré et le profane, plus de distinction entre l'esprit et la matière. Cette révolution métaphysique entraîne immédiatement une révolution morale. Si tout est divin, si tout découle nécessairement de la nature de Dieu, alors rien ne peut être condamné comme absolument mauvais. Le bien et le mal perdent leur caractère absolu pour devenir des évaluations relatives, dépendantes de nos besoins, de nos désirs, de notre situation particulière. Prenons un exemple concret pour saisir la radicalité de cette position. Un tremblement de terre qui détruit une ville est-il un mal absolu? Du point de vue des victimes, certainement. Mais du point de vue de la nature globale, c'est simplement l'expression nécessaire des lois géologiques.
Condamner moralement un tremblement de terre serait aussi absurde que de condamner la géométrie parce que les angles d'un triangle font toujours 180 degrés. Cette logique s'applique-t-elle aux actions humaines? Spinoza n'hésite pas. Oui, absolument. Les êtres humains font partie de la nature au même titre que les pierres ou les plantes. Leurs actions découlent nécessairement de leur nature, de leurs affects, de leurs circonstances. Condamner moralement une action humaine sans comprendre ses causes naturelles est aussi vain que de se fâcher contre la pluie qui tombe. Mais attention, cela ne signifie pas que Spinoza prône l'indifférence morale ou l'anarchie comportementale. Au contraire, sa philosophie vise à nous libérer des jugements moraux inefficaces pour nous permettre de comprendre vraiment les causes de nos actions et par là d'acquérir une véritable liberté. Comment cette révolution conceptuelle s'applique-t-elle aux questions sexuelles? Spinoza développe une anthropologie révolutionnaire qui fait du désir sexuel une expression naturelle et légitime de notre essence vitale. Pour lui, chaque être humain est animé par un effort fondamental pour persévérer dans son existence, qu'il appelle le conatus. Cet effort se manifeste par 3 affects primaires, le désir, la joie et la tristesse. Le désir sexuel n'est rien d'autre qu'une modalité particulière de ce conatus, de cet effort vital qui nous pousse à rechercher ce qui augmente notre puissance d'agir et à fuir ce qui la diminue. Condamner le désir sexuel revient donc à condamner la vie elle-même, à nier notre nature la plus profonde. Mais alors, qu'en est-il des interdits sexuels traditionnels? Comment Spinoza explique-t-il l'existence universelle de tabous et de réglementations concernant la sexualité? Sa réponse est d'une lucidité saisissante. Ces interdits ne relèvent pas d'une loi morale transcendante, mais de nécessités sociales et psychologiques parfaitement compréhensibles. Les sociétés humaines ont besoin de réguler la sexualité pour organiser la reproduction, la filiation, l'éducation des enfants, la répartition des ressources. Ces régulations peuvent être plus ou moins adaptées aux circonstances historiques, plus ou moins oppressives ou libératrices, mais elles n'ont rien de sacré ou d'éternel. Elles évoluent avec les sociétés et doivent être évaluées selon leurs effets concrets sur le bonheur et l'épanouissement humain. Cette approche naturaliste et historique de la morale sexuelle était proprement révolutionnaire au XVIIe siècle. Elle anticipait de plusieurs siècles les découvertes de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychanalyse. Mais surtout, elle libérait l'individu de la culpabilité paralysante en lui donnant les outils intellectuels pour comprendre et assumer sa propre nature. Spinoza va plus loin encore dans sa critique des morales traditionnelles. Il montre que la culpabilité sexuelle est non seulement inutile, mais nuisible au développement humain. Pourquoi? Parce qu'elle engendre ce qu'il appelle des affects tristes qui diminuent notre puissance d'agir et nous rendent moins aptes au bonheur et à la vertu véritable. Quelqu'un qui vit dans la honte de ses désirs sexuels est moins libre, moins créatif, moins capable d'amour authentique que quelqu'un qui a fait la paix avec sa nature. La culpabilité sexuelle ne produit pas de meilleurs êtres humains. Elle produit des êtres diminués, refoulés, souvent hypocrites et parfois dangereux. Cette analyse s'étend naturellement à la masturbation, pratique universellement condamnée par les religions et les morales de l'époque. Pour Spinoza, condamner la masturbation relève de la même absurdité que condamner la faim ou la soif. C'est une expression naturelle du conatus sexuel, ni plus ni moins légitime que les autres manifestations de notre vitalité. Bien sûr, comme toute activité humaine, la masturbation peut être problématique si elle devient compulsive, si elle empêche le développement de relations authentiques, si elle génère de la culpabilité paralysante. Mais ces problèmes ne viennent pas de l'acte lui-même, ils viennent des conditions psychologiques et sociales dans lesquelles il s'effectue. La solution ne consiste donc pas à condamner moralement la masturbation, mais à comprendre ses causes et ses effets pour permettre à chacun de développer une sexualité épanouie et libre. Cette approche thérapeutique plutôt que moralisatrice était d'une modernité saisissante. Abuse, la masturbation sous la lentille spinoziste, une révolution conceptuelle. Maintenant que nous avons posé les fondements philosophiques de la pensée spinoziste, plongeons au cœur du sujet qui nous occupe.
Comment ce révolutionnaire d'Amsterdam analysait-il spécifiquement la masturbation? Quelle révolution conceptuelle sa philosophie apportait-elle à la compréhension de cette pratique millénaire? Pour saisir la radicalité de l'approche spinoziste, il faut d'abord comprendre comment son époque percevait la masturbation. Au XVIIe siècle, cette pratique était universellement condamnée par toutes les autorités morales et médicales. L'Église catholique y voyait un péché grave contre nature. Les autorités rabbiniques la considéraient comme une profanation du corps et de l'âme. Les médecins l'accusaient de tous les maux physiques et mentaux imaginables. Cette condamnation unanime reposait sur plusieurs piliers conceptuels que Spinoza va méthodiquement démolir. Premier pilier, l'idée d'une finalité naturelle assignée à la sexualité. Selon cette conception, la sexualité humaine aurait été créée par Dieu exclusivement pour la reproduction dans le cadre du mariage. Toute pratique sexuelle qui s'écarte de cette finalité serait donc contre nature et moralement condamnable. Mais qu'est-ce que la nature selon Spinoza? Certainement pas un ordre moral prescriptif établi par un législateur divin. La nature spinoziste est un système de force, de désir, de puissance qui s'exprime selon leurs propres lois, sans référence à une finalité extérieure. Dans cette perspective, parler de pratique contre nature devient littéralement absurde. Tout ce qui existe dans la nature est par définition naturel. L'être humain qui se masturbe ne fait rien d'autre qu'exprimer une modalité particulière de son conatus, de son effort vital. Ce geste découle nécessairement de sa constitution physique et psychique, de ses circonstances, de ses affects du moment. Le condamner moralement serait aussi vain que de condamner un oiseau de voler ou un poisson de nager. Deuxième pilier que Spinoza fait s'écrouler, la séparation entre l'âme noble et le corps vil. Cette conception dualiste, héritée du platonisme et du christianisme, voit dans les plaisirs corporels autant d'obstacles à l'élévation spirituelle. La masturbation serait particulièrement condamnable parce qu'elle représenterait l'asservissement de l'âme immortelle aux appétits vulgaires de la chair mortelle. Mais pour Spinoza, cette séparation entre l'âme et le corps est une fiction métaphysique dangereuse. L'être humain est une seule et même réalité envisagée sous deux aspects, physique et mental. L'âme n'est rien d'autre que l'idée du corps et le corps n'est rien d'autre que l'objet de l'âme. Il n'y a pas de hiérarchie ontologique entre ces deux aspects de notre être. Dans cette perspective, mépriser les plaisirs corporels revient à mépriser notre propre nature, à nous mutiler spirituellement. Quelqu'un qui vit dans la honte de son corps ne peut développer une vie mentale véritablement riche et libre. À l'inverse, quelqu'un qui assume sereinement sa corporéité peut accéder à des formes supérieures de connaissance et de bonheur. Cette réconciliation entre l'esprit et le corps révolutionne complètement l'approche de la masturbation. Au lieu d'y voir une chute spirituelle, Spinoza y reconnaît une expression légitime de notre nature complexe, à la fois corporelle et mentale. Le plaisir masturbatoire n'abaisse pas l'âme. Il peut même contribuer à son épanouissement en libérant des tensions, en procurant une détente favorable à la réflexion, en réconciliant l'individu avec sa propre nature. Troisième pilier conceptuel que Spinoza pulvérise, l'idée que le plaisir solitaire serait inférieur au plaisir partagé. Cette hiérarchisation morale, encore très présente dans nos sociétés contemporaines, repose sur une conception abstraite et idéalisée de la relation à autrui. Selon cette logique, la masturbation serait égoïste, narcissique, antisociale, alors que la sexualité de couple serait généreuse, altruiste, socialement constructive. Mais cette opposition est-elle pertinente selon la philosophie spinoziste? Pas du tout. Pour Spinoza, la qualité d'une expérience ne dépend pas de son caractère solitaire ou partagé, mais de ses effets sur notre puissance d'agir et notre capacité de bonheur. Une masturbation épanouie peut être infiniment plus enrichissante qu'une relation sexuelle subie, contrainte ou frustrante. De plus, Spinoza montre que l'opposition entre égoïsme et altruisme est largement illusoire. Un individu qui se connaît bien, qui assume ses désirs, qui sait se procurer du plaisir de façon autonome, est généralement plus capable d'authenticité et de générosité dans ses relations avec autrui. À l'inverse, quelqu'un qui refoule ses besoins vitaux risque de développer des relations névrotiques, possessives ou manipulatrices.
La masturbation, loin d'être un obstacle à l'amour d'autrui, peut donc être une excellente école de connaissance de soi et d'autonomie affective. Elle permet d'explorer ses propres rythmes, ses propres préférences, ses propres limites. Autant d'éléments essentiels pour construire ensuite des relations équilibrées et satisfaisantes. Quatrième révolution conceptuelle, Spinoza remplace la notion de péché par celle d'affect inadéquat. Dans les morales traditionnelles, certains actes sont intrinsèquement mauvais, quelle que soit la situation de celui qui les accomplit. La masturbation fait partie de ces actes universellement condamnés. Pour Spinoza, cette approche est radicalement fausse. Aucun acte n'est intrinsèquement bon ou mauvais. Ce qui compte, ce sont les affects qu'ils génèrent et leurs conséquences sur notre épanouissement global. Une masturbation accomplie dans la sérénité, la connaissance de soi et l'acceptation de sa nature peut être excellente. La même masturbation vécue dans la culpabilité, la compulsion ou la fuite relationnelle peut être problématique. Cette approche individualise et contextualise complètement l'évaluation morale. Elle nous libère des jugements abstraits pour nous inviter à une analyse concrète de nos expériences et de leurs effets sur notre bien-être. Elle fait de chacun de nous le responsable éclairé de sa propre éthique sexuelle, plutôt que le simple exécutant de commandements extérieurs. Cinquième et dernière révolution. Spinoza montre que la culpabilité sexuelle est souvent plus destructrice que les pratiques qu'elle prétend condamner. Cette intuition géniale anticipe de plusieurs siècles les découvertes de la psychanalyse et de la psychologie clinique. Quelqu'un qui se masturbe en se détestant vit une expérience profondément aliénante. Il ressent simultanément le plaisir corporel et la honte morale, ce qui génère une division interne extrêmement toxique. Cette division peut produire des symptômes névrotiques, des compulsions, des troubles relationnels durables. À l'inverse, quelqu'un qui se masturbe en paix avec lui-même vit une expérience unifiante qui renforce sa connaissance de soi et sa capacité d'autonomie. Le même geste physique peut donc avoir des conséquences psychologiques diamétralement opposées selon le cadre moral dans lequel il s'inscrit. Cette analyse conduit Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Souvent, ce ne sont pas nos désirs qui nous rendent malheureux, mais les jugements que nous portons sur ces désirs. La libération ne passe donc pas par la répression de nos pulsions, mais par la transformation de notre rapport à ces pulsions. Comment opérer cette transformation ? Par la connaissance. Plus nous comprenons les mécanismes de nos affects, leurs causes naturelles, leurs effets concrets, plus nous acquérons la capacité de les vivre librement plutôt que de les subir passivement. Cette connaissance de soi n'est pas abstraite ou intellectuelle, elle est éminemment pratique et libératrice. Appliquée à la masturbation, cette méthode spinoziste nous invite à explorer nos propres motivations, nos propres rythmes, nos propres limites, sans jugement moral préalable. Qu'est-ce qui déclenche notre désir? Dans quelles circonstances la masturbation nous apporte-t-elle satisfaction? Qu'en génère-t-elle au contraire frustration ou culpabilité? Comment intégrer cette dimension de notre sexualité dans un épanouissement global? Ces questions pratiques remplacent avantageusement les interdits abstraits. Elles nous responsabilisent sans nous culpabiliser. Elles nous invitent à devenir les experts de notre propre sexualité plutôt que les victimes de normes extérieures inadaptées à notre singularité. Voilà la révolution spinoziste appliquée à la masturbation. Transformer un acte de péché en occasion de connaissance de soi, remplacer la culpabilité paralysante par la responsabilité éclairée, substituer à la morale répressive une éthique de l'épanouissement. Cette transformation n'est pas seulement intellectuelle, elle est existentielle. Elle change concrètement notre rapport à nous-mêmes et notre capacité de bonheur. Mais cette révolution philosophique ne pouvait pas rester confinée dans l'isolement de Spinoza. Tôt ou tard, elle devait affronter la puissance institutionnelle qui dominait l'Europe de son époque, l'Église chrétienne. Elle vu la confrontation titanesque avec le christianisme. Imaginez la scène. D'un côté, un homme seul dans sa petite maison de La Haye, polissant ses lentilles le jour et écrivant la nuit des textes qui vont ébranler 2 millénaires de dogmes chrétiens. De l'autre, la plus puissante institution de l'Occident, forte de ses millions de fidèles, de ses palais, de ses armées, de son influence sur tous les pouvoirs politiques européens. David contre Goliath? Pas exactement.
Car cette fois, David possède une arme que Goliath ne peut contrer, la force irrésistible de la logique rationnelle. Si vous appréciez ces histoires d'affrontements intellectuels qui ont changé le cours de l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces récits fascinants. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Si vous êtes sur votre téléphone, un petit clic sur la cloche des notifications m'aiderait vraiment à faire connaître ces contenus à plus de personnes passionnées comme vous. Mais revenons à notre affrontement épique. Comment Spinoza va-t-il s'attaquer à l'édifice conceptuel que le christianisme a mis des siècles à construire? Sa stratégie est d'une redoutable efficacité. Plutôt que d'attaquer frontalement les dogmes chrétiens, il va les prendre au sérieux et les pousser jusqu'à leurs conséquences logiques ultimes. Cette méthode révèle les contradictions internes du système théologique et fait s'effondrer l'ensemble de l'édifice. Première cible, la conception chrétienne de Dieu comme personne divine transcendante. Cette idée, qui semble si naturelle aux croyants, recèle selon Spinoza des absurdités logiques insurmontables. Si Dieu est vraiment parfait et éternel, peut-il éprouver des émotions comme la colère ou la jalousie? Les émotions ne supposent-elles pas un manque, une dépendance, une imperfection? Un Dieu qui se met en colère contre les pécheurs n'est-il pas un Dieu imparfait, donc contradictoire? Plus grave encore, si Dieu est omniscient, connaît-il d'avance toutes les actions humaines? Si oui, comment les hommes peuvent-ils être libres et responsables de leurs actes? Et si Dieu ne connaît pas l'avenir, comment peut-il être omniscient? Cette aporie, que les théologiens appellent le problème de la prescience divine, révèle l'incohérence fondamentale du système théologique chrétien. Spinoza enfonce le clou avec sa précision habituelle. Un Dieu personnel ne peut être qu'un Dieu fini, limité, imparfait. Mais un Dieu fini n'est plus Dieu au sens métaphysique du terme. La conclusion s'impose. Soit Dieu est la nature elle-même, substance infinie et éternelle qui s'exprime selon des lois nécessaires, soit il n'existe pas du tout. Cette démolition de l'anthropomorphisme divin a des conséquences directes sur la question morale qui nous occupe. Si Dieu n'est pas une personne qui édicte des commandements, d'où viennent les interdits sexuels du christianisme? Ne sont-ils pas simplement des constructions humaines, historiquement situées, qu'on a abusivement sacralisées? Deuxième offensive spinoziste, la critique du dualisme âme-corps qui sous-tend toute la morale sexuelle chrétienne. Cette conception, héritée du platonisme et systématisée par saint Augustin, voit dans le corps un obstacle à l'élévation spirituelle. La sexualité, et a fortiori la masturbation, représenterait l'asservissement de l'âme immortelle aux appétits vulgaires de la chair corruptible. Mais cette séparation résiste-t-elle à l'analyse philosophique? Spinoza démontre que non. Si l'âme et le corps étaient vraiment des substances différentes, comment pourraient-ils interagir? Comment une pensée purement spirituelle pourrait-elle mouvoir un membre physique? Comment une sensation corporelle pourrait-elle produire une idée mentale? Ce problème, que les philosophes appellent le problème de l'interaction psychophysique, révèle l'impossibilité logique du dualisme cartésien et chrétien. La solution spinoziste est d'une élégance redoutable. L'âme et le corps ne sont pas deux substances qui interagissent, mais deux aspects d'une seule et même réalité. L'être humain est indivisible, et ses manifestations corporelles sont aussi légitimes que ses aspirations spirituelles. Mépriser le corps revient donc à se mutiler, à nier une part essentielle de sa propre nature. Cette unification anthropologique révolutionne complètement l'approche de la sexualité. Les plaisirs corporels ne sont plus des obstacles à la vie spirituelle. Ils peuvent en devenir des composantes harmonieuses. Une sexualité épanouie, y compris dans sa dimension solitaire, peut contribuer à l'équilibre global de l'individu et favoriser son développement intellectuel et moral. Troisième attaque spinoziste. La déconstruction du mythe du péché originel qui légitime toute la culpabilisation chrétienne de la sexualité. Selon la doctrine augustinienne, reprise par toutes les confessions chrétiennes, l'humanité porterait héréditairement la faute d'Adam et Ève. Cette faute originelle aurait corrompu la nature humaine, et particulièrement sa dimension sexuelle. D'où la nécessité de réprimer, de contrôler, de culpabiliser toutes les manifestations de la libido. Mais cette construction théologique tient-elle debout rationnellement? Spinoza montre qu'elle repose sur plusieurs présupposés absurdes.
D'abord, l'idée qu'on puisse hériter d'une faute qu'on n'a pas commise contredit les principes les plus élémentaires de la justice. Ensuite, la notion d'une nature humaine originellement parfaite puis corrompue suppose une conception finaliste de l'histoire que rien ne justifie. Enfin, l'idée que la sexualité soit intrinsèquement pécamineuse nie l'évidence de sa nécessité vitale et de sa capacité à procurer joie et épanouissement. Cette critique du péché originel libère immédiatement la masturbation de sa condamnation traditionnelle. Si la nature humaine n'est pas corrompue, mais simplement naturelle, si nos désirs ne sont pas des tentations démoniaques, mais des expressions légitimes de notre vitalité, alors la masturbation redevient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Une pratique humaine ordinaire, ni plus ni moins légitime que manger, dormir ou respirer. Mais Spinoza ne se contente pas de déconstruire la théologie morale chrétienne. Il propose une réinterprétation révolutionnaire de la figure même du Christ, qui vide le christianisme de son contenu surnaturel tout en préservant sa dimension éthique universelle. Qui était Jésus selon Spinoza ? Certainement pas le Fils de Dieu au sens métaphysique, car Dieu nature ne peut avoir de fils personnel, mais un homme exceptionnel qui avait développé à un degré rare la connaissance intuitive de sa propre nature et de sa place dans l'ensemble de la réalité. Cette connaissance lui donnait une sérénité, une liberté intérieure, une capacité d'amour qui en faisait un modèle humain remarquable. Les miracles attribués au Christ, des interprétations mythologiques de phénomènes naturels ou de guérisons psychosomatiques. La résurrection, une métaphore de la survie de son enseignement dans la mémoire de ses disciples. La rédemption, non pas l'effacement magique du péché originel, mais la possibilité offerte à chaque être humain de se libérer de ses chaînes mentales par la connaissance et l'acceptation de sa propre nature. Cette christologie naturalisée préserve l'essentiel du message évangélique tout en le libérant de ses gangs surnaturels. L'amour du prochain, la compassion pour les souffrants, la recherche de la justice sociale restent des valeurs centrales. Mais elles ne reposent plus sur l'obéissance à des commandements divins arbitraires. Elles découlent de la compréhension rationnelle de notre interdépendance naturelle. Appliquée aux questions sexuelles, cette réinterprétation change tout. L'amour authentique, y compris dans ses manifestations corporelles, devient une expression de notre nature divine plutôt qu'une chute vers l'animalité. La masturbation, si elle s'inscrit dans une démarche de connaissance de soi et d'acceptation sereine de sa corporéité, peut même devenir une forme discrète de spiritualité incarnée. Cette révolution conceptuelle n'est pas restée sans réaction. Dès la publication clandestine du traité théologico-politique en 1670, puis de l'éthique après sa mort en 1677, Spinoza devient la bête noire de toutes les églises européennes. Les pasteurs protestants le dénoncent en chair, les prêtres catholiques le vouent aux gémonies, les rabbins renouvellent leur anathème. Ces livres sont mis à l'index, interdits, brûlés publiquement. Mais pourquoi une telle violence ? Parce que les autorités religieuses comprennent instinctivement que la philosophie spinoziste sape les fondements mêmes de leur pouvoir. Si les hommes n'ont plus besoin de médiateurs surnaturels pour comprendre leur nature et accéder au bonheur, à quoi servent les prêtres ? Si la morale découle de la raison plutôt que de la révélation, pourquoi obéir aux commandements ecclésiastiques ? Si la sexualité est naturelle et légitime, comment justifier des siècles de répression et de culpabilisation ? Cette résistance institutionnelle ne fait que confirmer la justesse de l'analyse spinoziste. Comme l'écrivait le philosophe lui-même, « Les hommes se trompent en ce qu'ils se croient libres. Cette opinion consiste en cela seul, qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. » Les églises luttent désespérément contre Spinoza parce qu'elles sentent que sa philosophie révèle les causes cachées de leur domination et libère les consciences de leur emprise millénaire. Cette libération n'est pas seulement intellectuelle, elle est existentielle et politique. Un individu qui a intégré la leçon spinoziste ne se contente plus de subir passivement les injonctions morales extérieures. Il développe sa propre éthique, fondée sur la connaissance de sa nature et l'expérimentation de ce qui augmente réellement sa joie et sa puissance d'agir. Appliquée à la sexualité, cette autonomie éthique produit des êtres humains plus libres, plus authentiques, plus capables d'amour véritable.
Débarrassés de la culpabilité paralysante, ils peuvent explorer sereinement toutes les dimensions de leur sexualité, y compris les plus solitaires, et construire des relations fondées sur la connaissance mutuelle plutôt que sur la fusion névrotique ou la domination perverse. N'est-ce pas là le véritable scandale de Spinoza aux yeux des pouvoirs établis? Non pas qu'il prône la débauche ou l'immoralité, mais qu'il rende les individus capables de penser par eux-mêmes et de construire leur propre bonheur. Cette autonomisation des consciences représente un danger mortel pour toutes les formes de domination qui reposent sur l'ignorance et la culpabilité. Verrez l'héritage révolutionnaire, quand Spinoza inspire les siècles futurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec la mort de Spinoza en 1677. Au contraire, c'est là qu'elle commence vraiment, car les idées révolutionnaires de notre philosophe d'Amsterdam vont germer dans l'ombre, circuler clandestinement, féconder les esprits les plus audacieux des siècles suivants. Comment une pensée bannie et maudite va-t-elle finir par transformer la conscience occidentale? Comment les intuitions géniales de Spinoza sur la sexualité vont-elles anticiper de plusieurs siècles les découvertes de la science moderne? Cette épopée souterraine commence dès le XVIIIe siècle avec les philosophes des Lumières. Voltaire, malgré ses réticences, reconnaît en Spinoza un génie précurseur. Diderot s'inspire ouvertement de sa conception naturaliste pour construire sa propre philosophie matérialiste. D'Holbach reprend ses analyses sur la nécessité naturelle et l'illusion du libre arbitre. Mais c'est peut-être Goethe qui saisit le mieux l'essence de la révolution spinoziste quand il écrit « Spinoza ne prouve pas l'existence de Dieu, il montre que l'existence est divine ». Cette divinisation de l'existence naturelle va profondément marquer l'évolution des mentalités européennes. Si tout est divin, si rien n'est intrinsèquement mauvais, si la nature humaine mérite respect et compréhension plutôt que répression et culpabilisation, alors les bases philosophiques sont posées pour une révolution des mœurs qui va mettre des siècles à s'accomplir pleinement. Le 19e siècle voit naître les premiers mouvements d'émancipation sexuelle qui s'inspirent explicitement ou implicitement de la leçon spinoziste. Les saint-simoniens français développent une critique de la morale bourgeoise qui fait écho aux analyses du philosophe hollandais. Charles Fourier imagine des phalanstères où la sexualité serait libérée des contraintes sociales traditionnelles. Ces utopistes ne citent pas forcément Spinoza, mais ils retrouvent ses intuitions fondamentales, la naturalité du désir, l'absurdité de la culpabilisation, la nécessité d'harmoniser les pulsions plutôt que de les réprimer. Plus spectaculaire encore, l'émergence de la sexologie scientifique au tournant du XXe siècle valide empiriquement des intuitions que Spinoza avait développées par la seule force de sa logique rationnelle. Richard von Krafft-Ebing, Havelock Ellis, Magnus Hirschfeld commencent à étudier la sexualité humaine avec les méthodes de la science positive. Qu'est-ce qu'ils découvrent? Exactement ce que Spinoza avait postulé 3 siècles plus tôt. La masturbation, loin d'être pathologique, apparaît comme une pratique universelle et naturelle. Les interdits qui l'entourent relèvent de constructions culturelles arbitraires plutôt que de nécessités biologiques. Les individus qui l'assument sereinement développent généralement une sexualité plus équilibrée que ceux qui la vivent dans la culpabilité. La répression sexuelle génère plus de pathologies que les pratiques qu'elle prétend combattre. Ces découvertes scientifiques donnent une crédibilité nouvelle aux intuitions spinozistes. Mais c'est avec Freud que la révolution atteint son apogée. Le fondateur de la psychanalyse ne cite guère Spinoza. Pourtant, ces découvertes majeures prolongent directement les analyses du philosophe hollandais. L'inconscient freudien n'est-il pas une modalité particulière du conatus spinoziste, cet effort vital qui nous pousse à persévérer dans l'existence? La libido psychanalytique ne retrouve-t-elle pas la conception spinoziste du désir comme essence même de l'homme? La critique freudienne de la morale répressive ne fait-elle pas écho à la dénonciation spinoziste des affects tristes qui diminuent notre puissance d'agir? Plus précisément, la révolution freudienne de la masturbation accomplit exactement ce que Spinoza avait programmé philosophiquement.
L'onanisme cesse d'être un vice moral pour devenir un phénomène psychique normal. Freud montre que la masturbation accompagne naturellement le développement sexuel, qu'elle permet l'exploration de sa propre corporéité, qu'elle peut même avoir des vertus thérapeutiques dans certains cas de névrose sexuelle. Cette normalisation scientifique de la masturbation ne fait que traduire en langage médical ce que Spinoza avait établi en langage philosophique. Cette pratique relève de notre nature, elle mérite compréhension plutôt que condamnation. Elle peut contribuer à notre épanouissement global si elle s'intègre harmonieusement dans notre développement personnel. Mais l'héritage spinoziste ne s'arrête pas à la psychanalyse. Il irrigue tous les mouvements de libération sexuelle du XXe siècle. Wilhelm Reich, disciple dissident de Freud, développe une critique de la répression sexuelle qui radicalise les intuitions spinozistes. Pour Reich, la révolution politique passe nécessairement par la révolution sexuelle, car les structures autoritaires s'appuient sur la culpabilisation des pulsions vitales. Cette analyse reichienne retrouve une dimension fondamentale de la pensée spinoziste que nous n'avions pas encore explorée, sa dimension politique. Spinoza ne s'intéresse pas seulement à la libération individuelle, il analyse les mécanismes par lesquels les pouvoirs oppressifs maintiennent leur domination. Or, la culpabilisation sexuelle fait partie de ces mécanismes. Comment fonctionne cette oppression? En créant une division interne chez les individus, en les dressant contre leur propre nature, en les rendant dépendants d'autorités extérieures pour définir le bien et le mal. Un homme qui a honte de ses désirs sexuels est un homme diminué, plus facilement manipulable, moins capable de résistance autonome. La répression sexuelle produit des sujets dociles, exactement ce dont ont besoin les pouvoirs autoritaires. À l'inverse, des individus réconciliés avec leur nature, capables d'assumer sereinement leurs désirs, développent une forme d'autonomie qui rend difficile leur asservissement. Ils deviennent capables de penser par eux-mêmes, de résister aux injonctions arbitraires, de construire des relations sociales plus égalitaires. Cette dimension politique de la libération sexuelle explique pourquoi les mouvements révolutionnaires du XXe siècle ont souvent intégré une critique de la morale sexuelle traditionnelle. Mai 68, les mouvements féministes, les luttes pour les droits LGBT, tous retrouvent spontanément l'intuition spinoziste selon laquelle la libération politique passe par la libération des corps et des désirs. La masturbation devient alors un enjeu symbolique majeur. Assumer cette pratique, c'est affirmer son droit à l'autonomie corporelle. C'est refuser que des autorités extérieures définissent ce qui est bon ou mauvais pour notre propre corps. C'est revendiquer une forme de sécession par rapport aux normes oppressives. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza avait programmé quand il identifiait liberté et connaissance de sa propre nature? Cette politisation de la sexualité trouve son aboutissement contemporain dans les neurosciences et la psychologie positive. Les recherches actuelles sur le plaisir, le bien-être, l'équilibre psychique valident définitivement l'approche spinoziste de la sexualité. Que nous apprennent ces recherches? Que le plaisir sexuel, y compris solitaire, active des circuits neurologiques bénéfiques pour la santé mentale et physique. Que la culpabilité sexuelle génère un stress chronique toxique pour l'organisme. Que l'acceptation de sa propre sexualité favorise l'estime de soi, la créativité, la capacité relationnelle. Que la répression sexuelle corrèle avec des pathologies diverses, dépression, anxiété, troubles obsessionnels, violence retournée contre soi ou contre autrui. Ces découvertes scientifiques donnent une validation empirique définitive aux intuitions spinozistes. Notre philosophe d'Amsterdam avait raison contre tous les dogmes de son époque. La nature humaine mérite respect et compréhension. La sexualité fait partie intégrante de notre épanouissement. La culpabilisation des désirs naturels est plus toxique que ces désirs eux-mêmes. Mais cette validation scientifique pose une question troublante. Pourquoi a-t-il fallu attendre 4 siècles pour que la vérité spinoziste triomphe? Pourquoi les résistances ont-elles été si tenaces? Pourquoi, même aujourd'hui, dans nos sociétés prétendument libérées, la masturbation reste-t-elle souvent taboue, honteuse, inavouable? La réponse se trouve dans la lucidité politique de Spinoza lui-même.
Les pouvoirs oppressifs ont intérêt à maintenir les individus dans l'ignorance de leur propre nature et dans la culpabilité de leurs désirs légitimes. Cette oppression ne disparaît pas spontanément avec le progrès scientifique. Elle se transforme, s'adapte, trouve de nouveaux masques pour perpétuer sa domination. Aujourd'hui, la culpabilisation directe de la masturbation a largement disparu des discours officiels. Mais elle persiste sous des formes plus subtiles. Injonction à la performance sexuelle, idéalisation de la sexualité de couple au détriment de l'autonomie érotique, pathologisation des pratiques solitaires sous prétexte d'addiction, marchandisation de la sexualité qui transforme les désirs en produits de consommation. Ces nouvelles formes d'aliénation sexuelle appellent une nouvelle radicalisation de la leçon spinoziste. Il ne suffit plus de revendiquer le droit à la masturbation. Il faut construire une véritable culture de l'autonomie érotique qui permette à chacun de découvrir et d'assumer sa singularité sexuelle sans référence à des normes extérieures oppressives. Cette culture de l'autonomie érotique passe par l'éducation, la diffusion des connaissances scientifiques, la déconstruction des préjugés persistants, mais aussi par quelque chose de plus profond. La reconquête de notre droit à penser notre propre sexualité plutôt que de la subir passivement. Demeure, conclusion, l'actualité brûlante d'une révolution inachevée. Nous voici arrivés au terme de cette longue exploration des intuitions révolutionnaires de Spinoza sur la sexualité et la masturbation. Mais ce terme est-il vraiment une fin? Ne serait-ce pas plutôt un commencement? Car l'histoire que nous venons de parcourir ensemble n'appartient pas seulement au passé. Elle se prolonge dans notre présent et dessine les enjeux de notre avenir. Qu'avons-nous découvert au cours de ce voyage intellectuel? Qu'un homme du XVIIe siècle, armé de sa seule raison et de son courage face à l'adversité, avait déjà résolu des questions que nous croyons spécifiquement contemporaines. La normalisation de la masturbation, la critique de la culpabilité sexuelle, l'affirmation de l'autonomie corporelle, la dénonciation des oppressions qui s'appuient sur la honte des désirs naturels, tout cela était déjà présent, en germe ou explicitement, dans l'œuvre de Baruch Spinoza. Cette antériorité historique nous enseigne quelque chose de fondamental. Les questions que nous nous posons aujourd'hui sur la sexualité et la liberté ne sont pas nouvelles. Elles ont été pensées, analysées, résolues par des esprits d'exception qui nous ont légué les outils conceptuels nécessaires pour nous émanciper. Nous ne partons pas de zéro, nous avons des ressources intellectuelles considérables à notre disposition. Mais alors, pourquoi cette libération annoncée par Spinoza n'est-elle pas encore accomplie? Pourquoi, plus de 3 siècles après sa mort, la masturbation reste-t-elle entourée de tabous, de non-dits, de culpabilité sourde? Pourquoi tant d'individus continuent-ils de vivre leur sexualité dans la honte plutôt que dans la joie? La réponse spinoziste à cette question est d'une lucidité implacable, parce que l'ignorance et la culpabilité servent les intérêts de ceux qui dominent. Un individu qui se connaît, qui assume sa nature, qui développe son autonomie, devient moins manipulable, moins docile, moins exploitable. Les pouvoirs oppressifs, qu'ils soient religieux, politiques ou économiques, ont donc intérêt à maintenir les masses dans l'ignorance de leur propre nature et dans la honte de leurs désirs légitimes. Cette analyse nous révèle que la libération sexuelle n'est pas qu'un enjeu privé ou hédoniste, c'est un enjeu éminemment politique. Chaque individu qui se réconcilie avec sa sexualité, qui cesse de culpabiliser ses pratiques naturelles, qui développe une connaissance sereine de ses propres désirs, accomplit un geste de résistance contre les mécanismes d'oppression les plus profonds de nos sociétés. La masturbation assumée devient alors un acte de liberté au sens le plus fort du terme. Non pas parce qu'elle serait transgressive ou provocatrice, mais parce qu'elle manifeste concrètement notre capacité à définir nous-mêmes ce qui est bon pour notre propre existence, sans référence à des autorités extérieures qui prétendent mieux connaître notre nature que nous-mêmes. Cette dimension politique de l'émancipation sexuelle nous aide à comprendre pourquoi la révolution spinoziste reste inachevée. Elle se heurte à des résistances qui ne sont pas seulement culturelles ou psychologiques, mais structurelles. Les institutions qui organisent nos sociétés ont souvent intérêt à maintenir les individus dans une forme de dépendance qui passe aussi par le contrôle de leur sexualité.
Pensons aux systèmes éducatifs qui continuent trop souvent d'ignorer ou de stigmatiser la sexualité adolescente au lieu de l'accompagner avec bienveillance et connaissance. Pensons aux industries du divertissement qui exploitent commercialement les frustrations sexuelles plutôt que de favoriser l'épanouissement authentique. Pensons aux discours politiques qui instrumentalisent les peurs liées à la sexualité pour justifier des politiques autoritaires. Face à ces résistances systémiques, que peut nous enseigner l'exemple de Spinoza ? D'abord, que la transformation des mentalités est un processus long qui demande patience et persévérance. Le philosophe d'Amsterdam savait qu'il ne verrait pas le triomphe de ses idées de son vivant, mais il a continué inlassablement son travail de sape intellectuelle contre les préjugés de son époque. Ensuite, que cette transformation passe nécessairement par la diffusion des connaissances et l'éducation des consciences. Spinoza n'était pas un révolutionnaire au sens politique du terme. Il ne prônait pas la violence ou l'insurrection. Sa méthode était plus subtile, mais peut-être plus efficace. Éclairer les esprits, donner aux individus les outils conceptuels nécessaires pour comprendre leur propre situation et conquérir leur autonomie. Enfin, que cette émancipation est d'abord individuelle avant d'être collective. Chacun doit commencer par se libérer de ses propres chaînes mentales, assumer sa propre nature, développer sa propre éthique de l'épanouissement. Cette libération personnelle crée ensuite des effets d'entraînement qui peuvent transformer progressivement l'ensemble de la société. Appliquée à notre rapport contemporain à la masturbation, cette leçon spinoziste nous invite à plusieurs démarches concrètes. D'abord, nous informer sérieusement sur les réalités scientifiques de la sexualité humaine pour dissiper les préjugés et les peurs irrationnelles qui continuent de polluer nos représentations. Ensuite, examiner honnêtement nos propres attitudes, nos propres résistances, nos propres culpabilités pour identifier ce qui relève de nos besoins authentiques et ce qui découle de conditionnements sociaux oppressifs. Puis développer une pratique de la sexualité, y compris solitaire, qui soit guidée par la connaissance de soi et le souci de notre propre épanouissement, plutôt que par la conformité à des normes extérieures ou la fuite de nos responsabilités relationnelles. Enfin, contribuer à créer autour de nous une culture plus ouverte, plus bienveillante, plus respectueuse de la diversité des expressions sexuelles humaines, en commençant par nos propres cercles familiaux, amicaux, professionnels. Cette démarche n'a rien d'utopique ou d'irréaliste. Elle s'appuie